Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Donc voilà, Axel, t'as pas trop le choix. Je pense qu'on va partir sur ce nom dans un premier temps et ensuite on verra si on a des bonnes propositions qui nous font aussi kiffer. Je suis rejoint aujourd'hui par un invité de marque. Non, je rigole, c'est le co-host Axel Ravinet. Donc je vais pas te demander de te présenter parce que tout le monde sait déjà plus ou moins qui tu es, ce que tu fais, que tu es Ils un vont en gros avoir nounours marre. gentil et fort. Euh, on a eu pas mal de retours positifs suite au premier podcast qu'on a fait ensemble. Donc on s'est dit, bah écoute, pourquoi pas en faire d'autres. Nous, on aime bien faire ça. Si vous appréciez nous écouter, bah tant mieux. On va continuer sur des sujets un petit peu entraînement, force, body, power. Aujourd'hui, je pense que il y a une question qui revient beaucoup et j'aimerais bien qu'on l'aborde ensemble. Vous nous connaissez, on va sans doute partir sur des sujets parallèles en même temps parce qu'on aime bien discuter, Axel et moi. Mais aujourd'hui, on aimerait parler un peu des powerlift. Et en fait, la question que je reçois souvent à ce sujet, c'est est-ce que les powerlifts sont nécessaires dans une programmation body? Alors, power. On se pose pas la question parce que si tu fais pas les big three Mm. sur ton programme power, il y a peu de chances que lors d'un meet, tu t'en sors très bien si t'as pas pratiqué les mouvements pendant ta préparation. Mais la Carrément. question hein, qui se pose un peu plus, c'est est-ce que ce sont des mouvements qui sont nécessaires dans le cadre d'une programmation bodybuilding, donc c'est-à-dire quand tu cherches à développer plus ta masse musculaire plutôt que chercher une performance sur un mouvement spécifique. Et moi, je pense que c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que c'est un peu polarisant, surtout sur ces dernières années où tu as un petit peu deux groupes qui sont créés. Et d'un côté, tu as les personnes qui aiment bien faire ce qu'ils appellent du power building, hein, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire intégrer les exercices de power à l'intérieur de leur programmation en bodybuilding. Et de l'autre côté, tu as un peu un groupe qui dit que t'as pas besoin d'avoir ces mouvements-là pour créer un body complet et que du coup, pourquoi les intégrer et que ça sert à rien, etc. etc. Donc peut-être ce qui serait marrant, c'est que moi je me place dans ce groupe-là des anti-mouvements de power et peut-être que et peut-être que toi tu peux te placer du côté power et on fait un peu une présentation good cop, bad cop et on voit comment on s'en sort. Mais justement, je te pose la question. Alors déjà, toi, évidemment, tu pratiques, mais par rapport à tes programmations pour tes clients, est-ce que c'est quelque chose que tu mets forcément en place ou pas? Et quel est ton avis par rapport à la question? Alors, moi, je pense que c'est des outils qui sont intéressants. Ce sont des bons exercices, ils sont challengeants. Moi, c'est surtout ça que j'apprécie. Donc, du coup, pour répondre à ta question, oui, c'est quelque chose que je mets de manière récurrente dans mes programmations, même sur des personnes qui veulent simplement développer leur masse musculaire, être plus orienté body, etc. Parce que, il me semble que je l'avais déjà dit dans le premier podcast, j'ai un petit peu cette manière de procéder qui tend à donner ce que j'appelle un petit peu le virus de la force. Et du coup, même des athlètes qui viennent me voir pour progresser et devenir tout simplement plus musclés se prêtent au jeu de devenir plus fort. Et sur le long terme, à mon humble avis, c'est ce qui permet de tenir sur la durée en termes de motivation. Devenir plus fort au curl biceps, c'est cool. Devenir plus fort au squat, au bench, au deadlift, au Romanian deadlift, sur les exercices les plus polyarticulaires et les plus complexes qu'on a, bah, c'est plus challengeant et souvent c'est plus intéressant sur le long terme pour garder vraiment cette notion de motivation et de se dire, bon, allez, aujourd'hui, faut que je me sorte un peu les doigts et faut que je rajoute une répétition sur mon bench ou faut que je rajoute 1 kilo ou 2 kilos sur mon squat. Donc ouais, moi je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Est-ce qu'ils sont obligatoires? Non, rien n'est obligatoire. À partir du moment où on ne fait pas de power, on n'est pas obligé de pratiquer ces mouvements. Mais je trouve que c'est des outils qui sont super intéressants. Donc toi, le premier truc que tu mettrais en avant, c'est finalement l'adhésion de la personne à sa programmation, dans le sens Carrément, ouais. où tu penses qu'avoir ce type de challenge, ce type de mouvement est vachement motivant pour s'entraîner. Et du coup, si c'est pas dans ta programmation ou dans la programmation de la personne, tu penses qu'il peut perdre un petit peu de la motivation, c'est ça?
Ouais, je pense Ouais. carrément qu'il y a des exercices qui sont un peu, au-delà de les qualifier de power lift, on pourrait juste les qualifier de main lift, de sorte que la séance s'articule majoritairement autour de ces exercices-là. Et je pense qu'on fera un petit peu la nuance après, parce que au début, le sujet c'était un petit peu plus les power lift. Après, on sait qu'il y a des main lift, des exercices, des compound exercises, comme on dit souvent, comme Jordan Peters aime appeler ces exercices-là. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment les exercices qui viennent un peu donner le squelette de la séance et c'est avec ces exercices-là qu'on a envie de venir s'entraîner dans ma conception générale et sur les retours que j'ai généralement de mes athlètes. Alors je vais déjà partir en freestyle, mais vous inquiétez pas, j'ai une petite trame, donc on pourra revenir sur le sujet. Mais du coup, dans ta programmation, tes main lifts, tes compounds, c'est quelque chose que tu mets comme premier exercice d'office? Ou comment tu t'organises par rapport à ça? Alors ouais, c'est toujours quelque chose que je mets en premier parce que bah, les exercices polyarticulaires, c'est souvent les exercices qui demandent le plus d'énergie, c'est les exercices qui demandent le plus de concentration. Donc c'est dans, alors pour pas dire 100% des cas, dans 95% des cas, c'est des exercices que je mets vraiment en premier, à part dans de rares cas où j'ai des personnes qui ont vraiment un point faible sur un muscle, souvent quelque chose qui vient assez régulièrement, c'est l'arrière d'épaule. L'arrière d'épaule, des reverse fly au câble peuvent être placés avant un deadlift si la personne aime deadlifter mais que c'est pas un powerlifter. Je le mets sans souci avant, mais ça reste vraiment une minorité de cas parce que ça reste une minorité d'athlètes que j'ai dans ce genre de situation. Et comment tu définis vraiment un exercice polyarticulaire? Genre un hip thrust, pour toi, c'est polyarticulaire ou c'est un exercice d'isolation? Alors, c'est une bonne J'essaye pas de te question. piéger, hein, mais Non, 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 je non, sais que c'est non, des parce que questions qu'on nous pose de toute façon. C'est genre, ouais, mais attends, mais polyarticulaire, c'est juste deadlift, bench et squat, ou est-ce que les tractions, c'est aussi du polyarticulaire? Est-ce que le développé militaire, c'est du polyarticulaire? Enfin, tu sais, c'est des questions qui reviennent souvent quand même. alors, en vrai, ça dépend un petit peu de comment on se place et du contexte. Moi, j'aurais tendance à mettre le hip thrust comme un exercice polyarticulaire parce que en fait, je le considère comme un exercice challengeant. C'est pas un exercice où on va pouvoir se dire bon bah je prends une petite haltère de 10, 15, 20, 25 kilos et c'est ok. Déjà la barre, le setup, si tu veux aller taper un DRM au hip thrust à 85-90% en fonction de tes capacités, tu peux pas y aller en mode tranquillou bilou quoi. Ça c'est impossible. On sait très bien que le hip thrust quand c'est vraiment poussé à des hautes intensités et que c'est un exercice qui est bien maîtrisé, ça demande une certaine rigueur, ça demande même une rigueur de manière simple. Et donc, du coup, ouais, pour moi, je le place en tant qu'exercice polyarticulaire parce que je le place en tant qu'exercice complexe et qui demande vraiment d'être focus. Ok. Ouais, donc finalement, la définition française du polyarticulaire est pas mal parce que c'est vrai que la plupart des exercices où interviennent plus d'une articulation souvent se retrouvent dans la catégorie des main lifts ou des exercices avec une intensité assez élevée et qui vont demander, bah, du coup, comme tu dis, de la concentration. Enfin, tu fais pas même un développé couché haltère ou un développé épaule aux haltères. Une fois que tu commences à avoir des intensités assez élevées, c'est pas quelque chose que tu fais en parlant avec ton voisin de Ouais. banc de salle de sport, quoi. T'es focus dessus, la mise en place, elle est pas évidente et clairement, ok. Et tu vois, pour revenir à ce dont on parlait juste avant, pour toi, l'adhésion, le respect du programme, c'est ton critère numéro un dans, dans, dans la mise en place d'une programmation. Ah, Alors, pour moi tu vois, c'est quelque chose au début sur lequel peut-être que je sous-estimais un petit peu, mais aujourd'hui, je me rends compte que quelle que soit la programmation que tu fais, à partir du moment où tu n'as pas l'adhésion de la personne, à partir du moment où elle va pas acheter enfin tu vois, en anglais on parle de buy-in. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est, le buy-in, c'est bah, quand tu investis dans quelque chose, t'es plus enclin à suivre cette chose ou à faire cette chose. C'est par exemple, quand vous payez pour une formation, vous êtes plus enclin à suivre cette formation que si vous avez accès à une formation de manière gratuite. Alors c'est dommage, mais et le coaching c'est pareil. Peut-être que toi au ouais, ouais. début, quand tu as commencé à coacher, tu t'es rendu compte que bah, tes potes voulaient que tu les coaches ou ta famille ou quelque chose comme ça.
Et quand ils payent pas, bah ils font ouais ouais bah c'est cool tes conseils, mais finalement je suis pas sûr que je suis pas sûr que je vais le mettre en place. Moi c'était la Ouais. même chose de mon côté. Et à partir du moment où quelqu'un investit quelque chose, alors c'est pas forcément de l'argent, hein, mais qu'il y a un investissement, tout de suite ils adhèrent beaucoup plus à la démarche. Mais ouais, par rapport à l'adhésion, ouais, excuse-moi, je parle, mais je t'écoute même pas. Non, bah du coup, moi je pense que l'adhésion, c'est le facteur principal, mais de mon côté, et sur une fois de plus, pour pas être complètement catégorique et pas avoir une vision purement manichéenne, je dirais que quand même dans 95% des cas, je recoupe l'adhésion avec la progression. S'il y a une progression sur les exercices, souvent il y a une adhésion. Après, si on recoupe encore avec le sujet qu'on a aujourd'hui, euh, pour ma part, je sais que j'arrive beaucoup plus à fédérer les gens sur leur entraînement avec des powerlifts qu'avec, par exemple, des tractions. Ça ne veut pas dire que les tractions sont un mauvais exercice ou que ça ne peut pas être le main lift d'une séance. Je sais que toi et Antoine, par exemple, vous adorez les tractions et c'est des exercices que vous mettez sans souci en main lift parfois sur certaines séances, je pense. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais, mais parce que moi j'ai quand même cette dynamique power. Donc ouais, moi je recouperai toujours l'adhésion avec la progression et avec les powerlifts. Alors pour me défendre par rapport à ça, parce que par rapport aux tractions, alors désolé, ceux qui ne font qu'écouter ce podcast, vous voyez pas que j'esquive les balles d'Axel. D'ailleurs, normalement à partir de ce podcast, vous pourrez tout écouter sur une plateforme d'écoute et normalement sur toutes les autres plateformes, genre Spotify, Apple, etc. Donc si vous kiffez, dites-le nous, laissez des notes positives et tout, nous ça nous aidera à développer ce podcast. Voilà. À part ça, il n'y aura pas d'autres pubs, hein, c'est juste soutenez-nous dans cette démarche. Ouais, pour les tractions, c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est des exercices que j'aime bien dans le sens où au niveau de la santé de l'épaule, tu sais, c'est un mouvement où instinctivement tu vas avoir un bon timing scapulo-huméral de manière assez naturelle chez la plupart des gens qui arrivent à faire des tractions. Ceci dit, je les programme de moins en moins chez les personnes intermédiaires avancées. Parce Ok. que c'est un exercice. Alors, dans le sens main lift, tu vois. Ça m'arrive de le programmer pour des gens comme, tu vois, un exercice pour rajouter un petit peu de volume, etc. Mais sans doute pas comme un main lift dans le sens où c'est des exercices qui sont intéressants pour ce que je viens de dire. Mais la problématique, c'est que ça met aussi pas mal de contraintes sur, tu vois, par exemple, euh, ta coiffe des rotateurs sur les tractions, parce que ce qui démarre le mouvement, bah, c'est une stabilisation de ta tête humérale, ça tire vachement sur bah, ton infraépineux, sur ton petit rond, etc. Tu sais, au démarrage du mouvement, avant de pouvoir Hmm, engager le grand le dorsal, grand parce dorsal. que ton Ouais, grand ouais. dorsal, il va s'activer quand tu vas avoir déjà une certaine... euh, enfin, t'es en flexion de l'épaule, mais tu vois ce que je veux dire, le démarrage de Les premiers l'extension de degrés. l'épaule. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui trichent entre guillemets les tractions et tu sais, qui tendent jamais les bras et qui restent toujours avec un grand dorsal activé. Et c'est pour ça que bah, je crois que Delavier, il déconseille généralement de descendre jusqu'en bas des tractions parce que justement, ça met trop de contraintes sur la coiffe des rotateurs. Mais bah, si les mecs ils font des compétitions, ils n'ont pas trop le choix, hein, parce qu'ils sont obligés de Ouais. le faire en amplitude complète. Et souvent, bah, voilà, les gens essaient de les faire en amplitude complète, ce qui est sans doute bien en termes de santé générale des épaules. Mais ça a un danger un peu plus important. Et quand tu commences à être fort et que tu commences à charger, bah, tu as il faut penser aussi à ça et c'est pour ça que je le programme peut-être moins pour les gens qui sont avancés et que j'ai tendance à mettre des exercices avec un angle de tirage au démarrage qui est plus dans l'axe du grand dorsal en fait. Quand je veux recruter le grand dorsal et encore une Ouais. fois, si je veux rajouter un petit peu de volume, peut-être qu'il y aura des tractions, mais je le mettrai pas en main lift au début de la séance avec beaucoup de lest, etc. Voilà, donc ça Ok. voilà, c'est des choses qui évoluent avec le temps au niveau de nos approches, mais voilà, je voulais me défendre sur tes balles tirées. Mais toi, tu fais Non, pas de traction parce que t'es trop lourd, c'est ça, et tu t'entraînes que avec des gros. Bah non, mais en plus, dis-toi que j'avais
relativement bien progressé aux tractions. Puis après, je me suis fumé le coude. Et puis bah, alors là, c'était plus possible. Entre le coude et C'était les avant-bras l'excuse. qui étaient un peu raides, c'était chaud. Mais tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que moi aussi, il y a des exercices que j'ai toujours tendance à programmer plutôt avec une périodisation et une progression euh, par volume plutôt que par intensité. Et souvent, les tractions, c'est quelque chose que je fais, enfin que je mets en place. Et du coup, je préfère plutôt augmenter le rep range si c'est possible, en fonction du niveau de la personne, même si parfois ça demande quand même pas mal d'efforts, ou multiplier le volume en fonctionnant par volume total plutôt que de venir trop chargé. Et c'est un peu la même chose pour les push-ups, parce que j'ai remarqué que bah, s'il n'y a pas un setup qui est assez cool pour les push-ups avec un harnais de bonne qualité et tout, bah, souvent c'est un peu le merdier pour mettre des poids sur le dos. Alors quand tu peux mettre 20-25 kilos, on va dire que pour Je, certaines salles de est-ce- power, s'il y avait des disques de 50, je t'ai envoyé la vidéo de l'haltérophile chinois qui arrive à se mettre 100 kilos de plate tout seul sur son dos avant de faire des non, push-ups. non, Ah là, il faut non, que je te non. l'envoie. Le mec, il est assis avec les disques verticaux derrière lui. Tu sais, il est sur un Ouais, cube en fait. Et genre, il passe ses mains derrière avec enfin, tu vois, genre, la souplesse d'extension d'épaule, il arrive à choper les 100 kilos, donc 4 disques de 25. Et avec un mouvement, il fait pouf comme ça et il les met tout seul sur son dos. Et après, il se met en position de pompe. J'ai halluciné. Je me suis dit, mais le mec, ouais, c'est les incroyable. mecs sont chauds. Les mecs sont chauds parce que c'est vraiment un setup un peu casse-gueule en plus de faire des push-ups comme ça. Jusqu'à 20-25 kilos, et c'est justement ce que j'allais dire. Dans certaines salles de power, parfois il y a des plates de 50. Je dirais que si tu as juste une plate de 50 à mettre et que ça suffit pour toi, ça peut être pas mal. Mais dès que tu commences à empiler des disques, c'est un peu bourbier et c'est pas forcément Et tip puis top. ça dépend de ton style aussi, parce que le disque, parfois, si tu le mets pas bien ou trop, tu sais, ça peut toucher ton coude ou limiter un petit peu la mobilité de ton Ah, omoplate. ça m'est jamais arrivé, mais ouais, je vois. Ça dépend si tu le mets trop ou ça glisse. Ouais. Enfin, c'est pas l'idéal. C'est vrai qu'un harnais, c'est bien. Mais de la même manière, un harnais, une fois que tu commences à mettre très lourd, ça commence au niveau de ton gainage, Ouais, c'est compliqué l'anti-extension, aussi. c'est pas évident. Ouais. Ouais, carrément. C'est clair. Mais ça, c'est un truc hyper intéressant, tu vois, parce que tu sais, tu parlais de mettre des exercices comme volume, et ça, je pense que c'est un sujet hyper important dans le cadre tu sais, du powerlift, non powerlift, parce que euh, tu vois, dans le cadre de bodybuilders qui veulent garder des powerlifts parce que bah, potentiellement ils peuvent faire du powerlifting en hors saison, il y a quand même pas mal. Il y avait aussi une vague comme ça, je pense que c'était poussé par 3DMJ, je sais pas si tu vois, Eric Helms, Ouais. toute la clique, Alberto Nunez, etc. C'était tous des athlètes naturels qui généralement ont une saison en bodybuilding et leur hors-saison, souvent ils le font en powerlifting, tu vois. Je pense qu'ils Ouais. apprécient bien le sport, etc. Et du coup, c'est une approche qui s'est quand même pas mal démocratisée. Alors, évidemment, ils ont moins de traction en France, donc il y a moins de gens qui connaissent. Alors, Eric Helms, c'est une star, mais le reste de 3DMG, pas forcément. Et, euh, et du coup, dans cette idée, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient de leur faire une programmation avec quand même un intérêt pour le powerlifting et en même temps bah, vouloir développer Mhm. leur corps d'un point de vue bodybuilding. Et ça, c'est intéressant parce que tu peux te focaliser vraiment sur la force sur certains lifts, tu vois, et mettre le minimum pour être sûr de progresser en termes de force. Et après, tu peux rajouter ton volume avec des exercices plus type bodybuilding et très bien t'en Ouais, sortir, t'es d'accord? Parce que le ouais, problème qu'un carrément. powerlifter a souvent, et alors toi, pas parce que tu comprends ce concept, mais on voit beaucoup de powerlifters qui essayent d'emmagasiner du volume avec les powerlifts également. Parce qu'ils veulent pas faire Ouais. des mouvements accessoires, etc. Tu peux nous en parler, ça, un petit peu, de ce que tu as vu, toi, et ce que tu vois souvent par rapport à ça? Alors ça, c'est un sujet qui me taraude énormément parce qu'en réalité, tu vois des athlètes très très bons qui fonctionnent uniquement avec des powerlifts, qui ont un volume qui reste tout à fait correct pour avoir une hypertrophie cohérente et efficace sur le long terme.
et qui, du coup, je pense, peut-être par manque de recul, et je pense qu'à la base, quand même, c'est bienveillant, n'ont pas le recul de se dire que ça, c'est pas pour tout le monde. Il y a des athlètes qui sont très doués, qui sont très bons, qui vont avoir aucun souci pour développer un physique harmonieux et solide et qui look vraiment un peu bodybuilding juste avec des powerlifts, mais ça reste une minorité de personnes. Je sais très bien que j'ai un point fort épaule. Si je veux un arrière d'épaule solide, malgré que j'ai quand même un profil anatomique au niveau de l'arrière d'épaule qui est plutôt favorable par rapport à certaines personnes, si je fais pas de reverse fly, si je fais pas de rowing, mon arrière d'épaule il bouge pas. C'est pas mon deadlift qui développe mon arrière d'épaule. Et pourtant, on voit des powers qui sont extrêmement solides, qui ont un arrière d'épaule solide et qui touchent pas à une poulie, qui touchent pas à un haltère et qui passent leur temps à faire du deadlift, du squat et du bench. Si ça marche pour eux, Steroids. tant mieux. Mais même en vrai avec des stéroïdes, je trouve ça quand même, je trouve Non, ça non, non, étonnant parce que, je ouais, rigole, je sais que tu caricatures, mais c'est bah, vrai que t'as quand pour même un certains travail profils, isométrique c'est vrai que assez important hein, à partir du moment où assez tu as des certaines important. intensités. Mais bon, quand tu vois quand même la difficulté de certains athlètes à avoir un arrière d'épaule alors qu'ils le bombardent avec de l'isolation, avec des câbles, avec des haltères et tout ce que tu veux, et le résultat n'est pas forcément au rendez-vous, et tu trouves des mecs qui sont très doués, qui vont venir véhiculer cette parole, pardon, et c'est pas pour duper les gens. Je pense que vraiment, ils pensent vraiment être bienveillants en disant, bah voilà, t'es powerlifter, euh, reste sur ces principes de spécificité. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai abordé. C'est vrai que la spécificité, c'est extrêmement important pour une discipline comme le powerlifting, comme l'haltérophilie, mais ça marche pas pour tout le monde. Et ça, on pourra pas me le retirer de l'idée. Je pense que des personnes qui réussiront à avoir des épaules en bonne santé en faisant que des powerlifts, bah ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, sincèrement, parce que bah, avoir un volume de 10 ou 15 séries de développé couché par semaine Faut et vraiment être pas chanceux. renforcer la coiffe, voilà, et pas avoir la coiffe des rotateurs qui se barre un peu en freestyle, bah sérieux, j'aimerais bien discuter avec le nombre de personnes qui arrivent à s'en sortir comme ça, sans se dire, ah, je fais du développé couché, j'ai mal à l'épaule, j'ai le tendon du long biceps qui me fait mal, etc., etc. Ah, le Donc voilà tendon mon du avis long pour ça. biceps, tout le monde C'est le pense que c'est le classique du tendon. bencher. C'est ouais, et pourtant, alors je vais sans doute faire une vidéo là-dessus, donc je vais pas spoil pendant mon podcast, mais à mon avis, le tendon du long biceps qui est souvent mis en cause parce que les gens ont souvent mal à l'avant de l'épaule, à, à mon avis, la plupart des gens n'ont rien au tendon du long biceps, mais c'est plus d'autres Ah ouais? pathologies ouais, Ok, ouais, que je présenterai. ok. Euh, et euh, mais du coup, en fait, je pense qu'il faut aussi qu'on. Alors, non, je vais d'abord parler de l'arrière d'épaule, mais je pense que aussi sur l'arrière d'épaule, ça, c'est un muscle qui est extrêmement difficile à développer pour la plupart des gens parce que ils comprennent pas vraiment quelle est euh, la fonction L'action biomécanique en anatomique? fait. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Tu vois souvent des gens qui font de l'arrière d'épaule en faisant des rhomboïdes, tu sais, ou du trapèze Ouais, ouais. moyen, alors Ouais, ouais. enfin, donc pour ceux qui nous écoutent, vous devez comprendre que l'arrière d'épaule, le faisceau postérieur de l'épaule s'attache sur votre omoplate en fait. Donc à partir du moment où vous bougez votre omoplate dans une certaine mesure, vous allez travailler bah, les rhomboïdes et votre trapèze plutôt que votre arrière d'épaule. Et tu sais, souvent tu vois aucune variation de l'angle entre le bras et l'épaule et tout se fait avec une rétraction scapulaire. Ouais, ouais. Et alors évidemment, c'est comme des élévations latérales. Ton trapèze supérieur, il s'active pour stabiliser ta scapula et même, tu vois, avoir un petit angle en fonction de où est-ce que tu finis ton Où est-ce que tu élévation montes, ouais. latérale. Mais si tu fais le mouvement seulement avec ton trapèze, bah, tu vas pas engager ton faisceau latéral tant que ça. Donc, Ouais. si vous avez du mal à développer votre arrière d'épaule, pensez que le mouvement vient pas seulement de votre rétraction scapulaire, mais aussi le mouvement entre votre bras et la scapula. Bref, petite parenthèse biomécanique. Faudrait qu'on mette un jingle musique ou un truc comme ça. Mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que souvent c'est quelque chose que tu vois. Alors particulièrement pour les powerlifters qui s'entraînent dans leur garage parce que bah
Du coup, ils se disent, ouais, bah, j'ai pas d'accessoires, j'ai pas de poulie et tout, du coup, je vais faire que des powerlifts. Mais à mon avis, en termes de santé physique sur le long terme, c'est peut-être pas l'idéal parce que le problème avec les powerlifts, quand tu commences à être bon et t'entraîner avec des certaines intensités, le tonnage total et les contraintes mécaniques que tu peux mettre sur tes articulations, tu penses pas que ça va être quand même un peu compliqué sur le long terme? Bah complètement, complètement. Et c'est pour ça que je trouve ça, de mon point de vue, si on parle enfin, si on fait une généralité, c'est problématique. Parce que le volume que tu devras encaisser si tu as un certain niveau pour développer tes pectoraux, pour développer tes triceps, pour développer tes quadriceps, bah, si on parle des quadriceps, bah, quand tu as un niveau avancé, bah, faire 8 séries de quadriceps, donc peut-être 2 fois 4 séries de squats dans la semaine, bah, c'est un peu problématique. Généralement, ça provoque pas un stress mécanique qui va être suffisamment important pour une hypertrophie des quadriceps sur le long terme. Donc, voilà, après, probablement que ces gens-là réussissent aussi à progresser sur le long terme en améliorant leur technique, en jouant peut-être sur des paramètres un peu plus, pas un peu plus, mais en jouant sur les paramètres nerveux, peut-être, je sais pas, la hype, le fait de synchroniser l'ensemble des muscles qui sont responsables du mouvement en même temps, optimiser peut-être, si on parle du squat, la fixation du haut du dos, du upper back. Voilà, c'est multifactoriel, optimiser son bracing, optimiser l'utilisation de sa ceinture, mais sur le très long terme, je vois pas comment ça peut être possible à part si on est béni des dieux, parce que mécaniquement, pour moi, c'est vraiment problématique. Et souvent, c'est ça qui est mis en avant par l'autre groupe de personnes qui est un petit peu anti-powerlift, c'est que bah, t'imposes énormément de contraintes, le tonnage est important et du coup, souvent ce qui est mis en avant, c'est ouais, bah, pourquoi te blesser en faisant un exercice potentiellement plus dangereux comme un squat plutôt que faire de la presse à cuisse parce que de toute façon, à partir du moment où tu mets de la tension sur le muscle, peu importe quoi. Donc c'est vrai que je pense pour répondre à la question générale, parce qu'il faut qu'on revienne quand même sur le sujet, mais je pense que si ton objectif c'est vraiment uniquement le bodybuilding, que t'as pas besoin de motivation à aller à la salle en faisant des gros mouvements qui te motivent, tu peux t'en sortir avec des exercices d'isolation, sans faire les powerlifts, sans même peut-être même faire de gros exercices polyarticulaires, tu peux t'en sortir. Mais je pense que en termes de temps passé à la salle déjà, ça va te prendre plus de temps parce que si tu travailles tous tes muscles en isolation, en unilatéral, parce que c'est souvent le cas du coup, Mhm. euh, ça va te prendre beaucoup plus de temps parce que tu as beaucoup plus de choses à travailler. Enfin, tu vois, un exemple tout con, mais tu fais une traction, bah, tu travailles potentiellement ton grand dorsal, ton trapèze, tes biceps. Tu fais un exercice d'isolation du grand dorsal, tu peux avoir le biceps qui intervient forcément un peu, mais pas énormément. Et du coup, tu vas devoir te taper des curl biceps derrière, etc. Donc, Ouais. ça, c'est aussi une problématique dont on parle pas trop. Et quand tu es passionné et que tu kiffes le bodybuilding, donc t'as pas vraiment besoin d'avoir d'adhérence au programme. Parce que de toute façon, c'est déjà une habitude, mais pour quelqu'un qui commence, ça peut être moins motivant. Mais surtout, bah, toi, tu es prêt à investir pas mal de temps à la salle, mais un débutant qui commence, il a peut-être pas envie de passer 2 heures à la salle comme nous, quoi. Ouais, carrément. Moi, je pense vraiment que le vecteur temps, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Alors après, une fois de plus, on peut diviser la chose et pas forcément parler que de squat en mode powerlifting, back squat, high bar squat ou low bar squat. On pourrait parler par exemple juste de Bulgarian split squat.
qui va avoir un impact sur les quadriceps, un impact sur les fessiers, un petit impact sur les mollets, sur tous les muscles stabilisateurs, etc. Ben, s'il n'y a pas d'exercice comme ça, bah, ça veut dire que tu fais du leg extension, ça veut dire tu fais des fessiers à la machine, ça veut dire tu Je te, fais des mollets, je, ça veut dire, je te enfin, trouve quand c'est... même, je te trouve quand même bien calme parce que je me rappelle on a déjà parlé de ce sujet tous les deux et t'es dit putain mais ils me cassent les couilles avec leurs exercices d'isolation là, ça m'énerve là. Tu te rappelles? Ouais, Donc mais vas-y, après, exprime-toi Axel. Y a après, pas de tabou ici. non, il y a pas de tabou, mais le truc, c'est que je trouve ça, en fait, c'est de la manière dont c'est abordé. Dire, des fois, on entend un peu des gens dire, au final, oui, non, mais les powerlifts, c'est trop fatigant, la Ça rentabilité, y est, je l'ai lancé. c'est pas intéressant. Non, mais enfin, faut pas me raconter des conneries, quoi. C'est des conneries de dire ça. Je trouve que tu vas pas à la salle pour rien faire. Oui, forcément, ça va être fatigant. Tu fais un exercice, c'est fatigant. Tu fais du sport, c'est fatigant. Waouh, c'est le scoop du siècle. Non, bah, sans déconner, quand on va à la salle, on est là pour s'entraîner. On est là pour faire des exercices difficiles. Si tu veux un progressive overload à chaque séance ou même à chaque série, si c'est possible, si tu as des microplates à disposition, ça va être difficile. Ça va te faire transpirer, ça va te fatiguer, oui, mais bon, en même temps, c'est pas quelque chose d'étonnant. Même aussi superficielle que soit la doctrine et la devise No pain, no gain, dans cette idée, il y a quand même ce goût de l'effort. Quand tu vas à la salle, tu as quand même ce goût de l'effort, ce goût de t'entraîner. Je pense pas que tu peux avoir le goût de t'entraîner en faisant 18 séries de leg extension par semaine. Ou alors c'est que tu es blessé. Mais il faut pas me dire que tu vas à la salle pour faire des exercices qui ne sont pas fatigants. Voilà, c'est tout simplement ça. Ouais, là, je suis sûr que t'es en train. C'est quoi, t'as une balle anti-stress là pour pas exploser pendant le podcast, c'est ça? Qu'est-ce que t'as dans la main là? Ouais, parce que ça me vénère. Non, je rigole. Je t'ai cramé. Non, mais je pense que t'as raison et je pense que souvent les gens qui s'éloignent un petit peu des exercices polyarticulaires et un peu du challenge et de la motivation qui en découle et qui testent une approche un peu plus bodybuilding, un peu plus euh, mind-muscle connection, comment ça, Ouais, contraction connexion, volontaire un peu. ouais, ou connexion cerveau-muscle. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dédicace à Monsieur Saïli. Non, mais tu vois, encore une fois, tu vois, quelqu'un comme Nassim, c'est quelqu'un qui est passionné et qui fait depuis, je sais pas, ça doit faire peut-être comme moi, 10 ans qu'il s'entraîne, j'en sais rien. Enfin, je pense que Ouais, ça je fait pense, un ouais. sacré. Et c'est pas quelqu'un qui a besoin de motivation pour aller à la salle. Il kiffe son truc, il a sa salle, il s'entraîne. Dans ce sens-là, il a pas forcément besoin d'avoir des powerlifts parce qu'il investit pas mal de temps. Ça le dérange pas de faire des exercices d'isolation, de prendre son temps, de se faire kiffer, avoir ses sensations de contraction, etc. Mais effectivement, euh, je pense pour une grande majorité de personnes, tu vas aussi à la salle pour sentir que tu fais quelque chose. Et comme tu disais, quand tu fais que de l'isolation, bah, déjà ça te prend du temps. Et en plus, parfois tu sors de la salle et tu te dis, ouais, bon, bah c'était cool, mais t'as cette sensation, tu sais, genre, pourquoi je fais ça? Parce que je suis Ouais, blessé ou parce que moi j'ai déjà eu ouais, des ouais. approches sans exercice polyarticulaire, euh, principalement parce que j'étais blessé et que je devais travailler autour de ça, tu vois. Mais quand je suis pas blessé, dès que je peux, je réintègre des exercices lourds parce que effectivement ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer de squatter, ça me fait kiffer de faire du soulevé de terre. Euh, Là, je vais sans doute me mettre un objectif pour atteindre les 200 kilos euh, au soulevé de terre. Donc Aïe, on va aïe, voir aïe, ça 200 ensemble, kilos Axel. soulevé de terre. On va faire je vais juste faire un pull hein, parce que le développé couché c'est dead pour moi. Peut-être le squat, on verra si le coup se comporte bien. Mais ouais, j'aimerais bien faire 200 là, au terre. Va falloir faire un petit pillard. Ah, c'est bien ça. Ça te fait Ouais, kiffer tu vois, ça. ça te motive, tu vois, ça te fait kiffer. Même toi, ça te fait kiffer. Tu te dis, Mais je vais aller oui, à la grave, salle, grave. je vais aller taper les 200 kilos des lifts. Non, mais j'ai bien progressé sur le RDL et du coup, je me dis, vas-y, j'ai envie de partir du sol un petit peu, Mm. de me taper un petit ego lift là. Ouais, bah Tout le t'as raison. monde. Ah, mais c'est ton ego. Mais bon, le powerlifting, c'est. Tu vois qui c'est? PhD de lift?
Non, ça me dit rien. C'est quoi son nom? Je sais plus c'est quoi son nom. Mais pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller voir PH Deadlift sur Instagram. C'est un mec qui fait du power et qui fait aussi du bodybuilding maintenant. Il est énorme, il a une densité de malade. Et le mec, ses main lift, je pense que trois quarts, pour pas dire 85% de ses séances, c'est du deadlift, c'est du squat, deadlift, que ça soit en tradi, que ça soit à la trap bar, que ça soit du squat à la safety bar, que ça soit du squat type power. Et le mec est énormissime. Énormissime. Je croyais que c'est pas panaché là. Non, ça c'est un Ah non, toi, powerlifter. français? Toi, tu parles Ouais, tu parles de. Ouais, The Panache, je sais plus c'est quoi The Panache. Ouais. c'est Panagiotis, son prénom. Ah oui, c'est Ben Polak. Gros. C'est Ben Polak, PhD Ben Lift. Polak. Ben Ok, Polak. ok. Ok, Ouais. ok. Ouais, je Et, vois. Ouais, il est énorme. et il est énormissime. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, Pour bah, c'est revenir tout ce que. à la question des blessures, moi j'ai mon avis là-dessus, mais tu sais, souvent ce qui est mis en avant, c'est ouais, mais les powerlift égale blessure au bout d'un moment. Souvent c'est ce que l'on Mhm. entend. Tu sais, ils se disent ouais, mais t'as pas besoin de faire des powerlift, et tu leur demandes, mais pourquoi je voudrais pas faire des powerlift? Et c'est genre, bah parce que tu vas te blesser. Et tu dis, mais attends, pourquoi est-ce que je me blesserais sur un powerlift plus qu'un autre exercice? Bah, je pense que la principale raison, c'est que les gens voient ces exercices comme des exercices qui sont trop complexes. Alors que en réalité, oui, ils sont complexes, mais ils sont pas trop complexes pour la plupart des gens. Il y a des gens qui sont spécialisés sur ces exercices-là parce que oui, ils sont compliqués, mais avec un petit peu d'apprentissage, il y a des gens qui font pas appel à un coach de powerlifting qui se retrouvent à faire des powerlifts de bonne qualité sans se blesser. Alors après, c'est sûr que si on veut aller un peu trop vite, aller plus vite que la musique, faire des suramplitudes sur des exercices où on peut charger un petit peu plus, où ça booste un peu trop l'ego, ouais, ça peut être problématique. Mais généralement, les gens qui se blessent assez facilement sur des powerlifts, c'est des personnes qui ont, un, une mauvaise technique et qui ont, deux, un ego un peu trop important par rapport à leur capacité technique dans les conditions actuelles. À mon avis, alors, maintenant je vais donner mon avis. Je pense que la blessure, c'est vraiment multifacteur. Tu as évidemment la technique qui rentre en jeu, comme tu viens de dire. Je pense que la programmation en général aussi rentre en jeu, et c'est pour ça que, tu sais, on parlait juste avant. Si tu as une mauvaise programmation et tu as quelqu'un qui essaye de te faire emmagasiner trop de volume avec des powerlifts, en plus, si tu as une technique moyenne, bah, à un moment, ça va être problématique. Et moi, personnellement, beaucoup de blessures, je les ai vues parce que la programmation n'était pas adaptée à l'athlète, tu vois. Genre, par exemple, même moi, tu pourrais me dire, bah, quand tu as eu quand tu as eu tes petits problèmes au niveau du coude quand on bossait ensemble, bah, euh, aujourd'hui, je comprends que la programmation que j'avais mis en place pour toi, c'était peut-être pas optimal pour toi. Bon, toi, t'es un mec qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc je trouve des excuses. Mais ouais, tu vois, souvent ça vient d'une programmation qui est pas adaptée. Et dernièrement, je pense aussi, malheureusement, que ça, c'est le problème du powerlifter et pas du mouvement, des mouvements du powerlifting. C'est que, tu sais, tu as cette approche de genre, ah bah dans cette position, ça me fait un peu mal. Ah bah je vais écarter un petit peu. Ou tu sais, pour avoir une meilleure performance, tu dis, ah bah tu vois, là, sur le développé couché, si je réduis un peu l'amplitude, je peux pousser plus, tu sais. Parce que tu essayes de trouver à chaque fois une solution pour être plus performant. Alors, tu sacrifies la technique, mais aussi, tu travailles pas sur la problématique sous-jacente qui pourrait poser un problème dans le futur, tu sais. Et tu imposes trop de tension à un certain tissu, Ouais. à un certain endroit dans ton corps, au lieu de te dire non, il faut d'abord que je renforce cette partie de mon corps pour pouvoir progresser sur le reste, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup aussi, tu vois. C'est pas Ouais. avoir une approche générale et de comprendre que bah, si tu as toujours un facteur limitant, tu sais, et si tu adresses pas ce facteur limitant, bah, potentiellement ça va être problématique un peu plus tard au cours de ton évolution, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, évidemment que la blessure est multifactorielle et que ça pourrait être l'objet d'un podcast de 3 heures, la blessure et les powerlifts. Ça, on est bien d'accord. Du coup, juste pour rebondir et pour pas que les gens qui nous écoutent pensent que j'ai une vision un peu trop découpée, bien évidemment que la programmation, le volume, l'intensité,
tout ça rentre en ligne de compte sur les blessures sur les powerlifts. Mais après, généralement, je trouve quand même que pour des personnes qui vont vouloir tester les powerlifts et qui vont s'en débarrasser aussi vite, les problématiques que ces gens-là vont rencontrer avant tout, c'est la technique et l'ego. Après, sur des personnes qui vont chercher un petit peu plus loin, qui vont chercher à tester l'exercice, il y a des personnes qui n'ont pas toutes les billes en main et il y a probablement des personnes qui se disent ah bah je fais du squat, bah je fais des séries de 3 ou 4, ouais non c'est pas assez pour faire c'est pas assez pour faire du muscle, donc je vais faire du squat en série de 10 ou en série de 12. Bah oui, c'est sûr que la technique se dégrade au fur et à mesure du temps et là finalement on rebondit sur le fait de dire que bah probablement que pour la plupart des gens, avoir des sets de 10 ou 12 au squat, ben, c'est pas adapté en fait pour la plupart des gens. Donc, je pense que la problématique effectivement vient de la programmation. Et il y avait autre Tu chose que tu as programmes dit pas qui était super du, intéressant. tu programmes pas du 10x10 sur tous tes livres, toi, Axel? Si German Volume Training, c'est ma spécialité. Le GVT des familles sur la même séance. Alors, aujourd'hui, tu me fais un 10x10 au squat, suivi d'un 10x10 au bench et Hmm, après 10x10 au deadlift. Bah, dans bah, l'ordre du meet-up, hein, normal, hein. euh, logique, pour plus de spécificité. Et sinon, il y a autre chose que tu as dit que je trouvais super intéressant. Je sais plus ce que c'est. Et tout ce que je dis, c'est T'as pas... intéressant, non? Ouais, c'est vrai. Je C'est rigole. vrai. T'as parlé d'un truc, je savais que c'était intéressant, je voulais rebondir dessus. Euh, je sais plus ce que c'est. Ça va te revenir. C'est La pas grave. prochaine fois, tu prends un petit Non. calepin avec des notes et tu Ouais. notes. Non, je pense un dernier truc dont il faut qu'on parle à ce sujet, c'est du coup euh, comment tu mets en place la sélection des exercices. Parce que ça revient à ça finalement. C'est dans une programmation, comment tu sélectionnes les exercices, comment tu privilégies certains exercices par rapport à d'autres. Euh, alors, on peut parler de Bayesian évidemment, hein, petite Hum, pub gratuite. On hum, a un chapitre dans Bayesian hum. qui répond évidemment à ces questions et on a des critères de sélection pour sélectionner les exercices. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Axel? Comment tu mets ça en place? Est-ce que c'est en fonction du niveau de la personne? Est-ce que c'est au niveau des objectifs? Comment tu t'y prends un peu? Alors, pour faire simple, moi, vu que dans la plupart des cas, je place si la personne est en adéquation avec ça, parce que bien évidemment, quand je viens à coacher quelqu'un, je lui demande toute une batterie de questions, ses pathologies, les exercices qu'elle affectionne, les exercices qu'elle a déjà pratiqués, et vu que j'ai des retours sur les exercices qu'elle a déjà fait, euh, Ah, tes si tout est programmes, ils sont OK, pas déjà tout préparés, prêts à l'envoi? mais faut pas le dire, ça, c'est mauvais business. C'est pas du cookie cutter. Excuse-moi, je te coupe Et, pour faire des et blagues donc, du coup, merdiques. si les gens sont OK, je mets quasiment à chaque fois le squat bench deadlift. Et pourquoi j'apprécie mettre le squat bench deadlift dans la sélection des exercices? Parce que il y a quelque chose qui est super important dans la sélection des exercices et que je cherche toujours à privilégier, c'est la constance de la position finale. Et en powerlifting, puisqu'on est obligé d'avoir cette constance de la position finale pour valider un lift, et ben du coup, ça donne une bonne trame en fait d'exécution et un bon mindset vis-à-vis de cette sélection des exercices et de cette compréhension de l'exécution. Souvent, les gens vont être super carrés en se disant, ouais bon bah le squat vu que c'est un peu complexe, j'aime bien mais je veux pas me blesser, bon bah je vais faire bien attention, je vais descendre suffisamment, pas trop bas pour pas me faire mal et puis je vais remonter, je vais être bien stable et tout. Ok, donc bah là mon mouvement, je l'exécute d'une bonne façon, c'est bien. Puis après, quand tu le vois au leg extension, demi-rep, 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 bah, je vais voir mon athlète, je lui dis, bah, ton squat, tu descends jusqu'à ton amplitude active par rapport à ce que tu es possible de faire, et puis tu remontes pour terminer ton mouvement et être sûr que tu as terminé ton mouvement. Ouais, bah pourquoi tu le fais pas sur leg extension? Ah ouais, bah en fait, le schéma est tout de suite intégré, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup appliquer, vu que j'ai cette dynamique power, je surfe un peu toujours sur cette idée de powerlifting pour transmettre en fait diverses consignes parce que bien évidemment les gens viennent me voir dans la plupart des cas parce que je pratique le powerlifting et parce que je programme du power mais euh, mais du coup voilà moi c'est surtout sur ça que je me base après bien évidemment si la Ça, personne est ça doit être blessée. génial si quelqu'un vient voir pour ça et tu lui mets que des exercices d'isolation. Et elle dit, mais Axel,
Et là, tu lui réponds, bah non, hein, moi, tu sais, je veux Moi, je pas fais que tu comme te ça, hein. blesses, c'est dangereux les exercices de power. Après, évidemment, si la personne est blessée ou qu'elle a certaines pathologies, on peut tout à fait aussi progresser sur un powerlift et avoir une sélection des exercices sur les powerlifts en cherchant des exercices qui ne déclenchent pas de douleur sur sur un mouvement donné, en choisissant un exercice qui est le plus proche possible de ce qu'on peut faire par rapport à notre pathologie. De manière très inhérente à une de mes préparations. J'avais mal au coude quand je faisais du back squat, et ben j'ai switché sur du safety bar squat parce que ça ne me provoquait aucune contrainte, aucune tension sur le haut du corps, et du coup ça ne m'a pas empêché de progresser sur mon back squat. J'ai dû avoir une petite période de réadaptation parce que la barre n'est pas placée exactement de la même façon, le grip n'est pas le même, mais c'est pas nécessairement parce qu'on fait du powerlifting qu'on est obligé pendant toute une saison de ne faire que du squat bench deadlift type power. Il y a la possibilité de s'adapter et d'avoir justement une interindividualité entre les programmations pour peut-être arriver au final à un même résultat. Merci Dan Green. Allez, nous on est gentils si on donne nos références. Non, je rigole. C'est intéressant ce que tu dis parce que pour le coude c'est souvent une problématique et je pense que ça découle généralement d'un problème de mobilité un peu plus haut au niveau de l'épaule ou un peu plus bas au niveau du poignet parce que Ouais. je sais pas comment on dit ça en français, mais le coude c'est une articulation hinge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation au Charn- niveau de ouais, c'est une charnière. charnière, c'est ça. Merci, merci. Ouais, Tu m'as sauvé là. Ouais, et du coup, bah, dès que tu imposes une rotation au niveau de ton coude, généralement, ça devient un petit peu problématique sur le long terme. Et je pense que ouais, c'était un peu la problématique que tu avais sur ton squat, c'est que tu essayais ouais. d'imposer une rotation parce que tu manquais peut-être un petit peu de mobilité sur ta région thoracique ou sur ton épaule, ou je sais pas. Mais vu que tu es monté comme un bloc en chaîne, c'est un peu compliqué. Il y a aussi un truc dont on parle pas mal sur la toile, c'est concernant la sélection des exercices en fonction bah, de la morphologie de la personne, tu sais, en fonction de son rapport entre ses segments, etc. Et toi, tu penses que c'est quelque chose qui est obligatoire? Est-ce que pour toi, tu vois quelqu'un qui arrive avec des longs fémurs, tu dis non, mais oublie le powerlifting, c'est impossible pour toi, ou comment ça se passe? Alors c'est sûr qu'il y a des profils qui sont plus à même de performer sur certains exercices. Est-ce que ça veut nécessairement dire que tous les exercices de powerlifting ne s'adressent qu'à une certaine catégorie euh, anatomique, on va dire? Non, parce qu'il y a des powerlifters de tous les gabarits qui vont avoir des points forts, des points faibles sur tel exercice ou sur tel exercice. Généralement, les personnes longiligne, pour faire le cliché, vont être très fortes au deadlift, moyenne au squat et éclatée au sol au bench. Et puis, on a le profil type du Ouais, mais mec relativement petit avec s'il une... tire 400 kilos aussi, ça Voilà! rattrape le Après, reste. ça veut pas dire que sur Mais une compétition, la c'est personne... ça la beauté de la variété des exercices aussi dans le C'est powerlifting. ça. C'est ça, c'est qu'un pro deadlifter peut ramasser tout le monde sur son premier essai au deadlift alors que le mec était 3 ou 4e sur sa position par rapport aux autres adversaires. C'est vrai que c'est ça qui est incroyable. Mais Ça fait et mal, hein. après, à l'inverse, c'est clair. Et c'est souvent là que je me fais ramasser, moi d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Et, et après, t'as le profil type du mec qui va être un peu plus petit, avec une grosse cage, avec des avant-bras et des humérus relativement courts, qui va être très très fort au bench, qui va être moyen au squat et qui va être pas très fort au deadlift parce que bah, du coup le bras de levier sera pas du tout optimal pour son deadlift. Pour le squat, ça ira à peu près, puis pour le développé couché, bah, grosse cage plus petit bras, bah, ça donne une amplitude qui est relativement faible, donc bah, du coup moins d'amplitude parcourue donne comme résultat plus de kilos sur la barre. Donc du coup, au final, il y a toujours des profils qui sont plus à même d'être optimal sur certains exercices. Et après, ce qu'il faut savoir faire, c'est que il faut adapter la technique d'une personne à sa morphologie. Si quelqu'un a une toute petite cage thoracique et qu'elle a des super longs bras et qu'elle ne peut pas trop ponter pour n'importe quelle raison parce que le rachis thoracique n'est pas très mobile ou quoi que ce soit, bah, probablement que Ça, c'est d'avoir moi. Tu viens de me définir là.
Voilà, et qui en plus, et voilà, et si on pousse le vis jusqu'au bout, et qui peut avoir les épaules relativement fragiles, pardon, je vais dire fragiles, bah, cette personne, elle n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt, même si ça paraît optimal sur le papier, à avoir un wide grip au maximum de ce qui est autorisé en powerlifting, parce que l'épaule ne supportera pas, parce que le deltoïde antérieur il sera tellement étiré que bah, au final, ça sera compliqué de performer, il y aura peut-être des contractures à répétition au niveau du deltoïde antérieur. Enfin voilà, c'est un tout. Et c'est aussi pour ça, c'est bête à dire, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui sont spécialisées dans certaines disciplines pour éviter ce genre de problème et ne pas se dire ah bah voilà mon powerlifter préféré, il deadlift en sumo, et puis bah toi tu veux deadlifter en sumo, mais tu as une rotation externe de hanche qui est complètement nulle, tu as les fémurs qui sont super courts, donc bah au Et dès que final tu t'as pas arrives en, forcément et dès que t'arrives d'intérêt. en haut du mouvement, tu commences à pleurer parce que tu as l'impression que tu es en train de te déboîter la hanche. Mais ouais, Voilà, donc au final, c'est pas forcément très intéressant. Mais une fois de plus, un petit peu le mot d'ordre qu'on a dans Bayesian, c'est aussi l'inter-individualité et individualiser une absolument. programmation en fonction des différents profils. Hashtag je suis contexte, on en revient Bah toujours au ouais. même point, mais, Mhm. mais c'est vrai que ça soit sur la sélection des exercices, que ça soit sur la Mhm. programmation, tout est spécifique à l'individu et malheureusement, même si votre influenceur préféré vous partage son programme d'entraînement, c'est pas forcément le programme qui va être adapté à vous, à votre niveau, à vos contraintes et à vos pathologies. Donc faites attention à ça si vous voulez vous préserver et progresser dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup pour ton temps, Axel. Je pense que c'était assez intéressant. Prochain sujet, bah, on va demander à nos auditeurs de nous faire des propositions si vous avez des trucs que vous voulez qu'on aborde. De toute Dans façon, les commentaires. Axel regorge d'idées dans tous les cas. Et, ben, merci de nous avoir écoutés. Petit mot de la fin, Axel, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent En place? Non, quel mot faut qu'ils disent dans les commentaires pour savoir s'ils ont écouté jusqu'ici? Je pense qu'il y a un mot que vous devez absolument mettre dans les commentaires si vous avez écouté. Ça commence par inter et ça finit par T. Et si vous mettez ça dans les commentaires, je pense que ça montrera que vous avez été rigoureux pendant l'écoute de Oh là votre là, podcast. le mec, c'est carrément une interrogation. Merci à tout le monde et on se retrouve dans le prochain podcast. Ciao. Ciao!